Donc, mon intervention ce soir, 10 minutes, hein, c'est ça? Théoriquement moins parce que elle fait 5 minutes, Margot, donc tu as 9 minutes. Bon, j'ai 9 minutes, alors je vais être aussi efficace que l'auteur que j'ai eu le plaisir de traduire. Donc, ce soir, j'interviens pour présenter une des traductions de John Hattie, donc un chercheur en sciences de l'éducation qui a beaucoup fait parler de lui depuis une douzaine d'années et dont certaines des thématiques ont déjà été questionnées dans la présentation de Laurent Lesquarche à l'instant. Dans le cadre de mon travail de traductrice à l'instant présent, voilà, je me suis lancée dans ce travail qui me paraissait important parce que c'est vrai que donc il y a eu beaucoup de débats sur les travaux de John Hattie, donc qui a présenté des méta-analyses sur les recherches en éducation selon une démarche qui est plus utilisée en médecine, donc l'éducation fondée sur les données, et qui a été très débattue pour ou contre, avec voilà, y compris un petit peu des discussions idéologiques sur le sujet, et qui n'avait pas forcément été lu puisqu'il a été peu traduit, comme un certain nombre malheureusement d'ouvrages américains ou anglo-saxons, et qui du coup sont peu accessibles. Pascal parlait tout à l'heure dans sa présentation du fait que les chercheurs allaient faire des articles et les écrivaient en anglais et que du coup on n'y avait pas accès. Et ben, on a aussi cette envie de les faire partager. Donc l'approche de John Hattie, donc, qui est professeur en Australie, qui est néo-zélandais à la base, s'appelle Visible Learning. Et l'idée, c'était de ressortir les facteurs qui favorisent l'apprentissage à partir des méta-analyses. Donc, voilà, car certains de ces titres, et le précédent donc, on a traduit, est un petit peu différent. Ce n'est pas une méta-analyse, c'est le fait de faire ressortir des recherches en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation des aspects efficaces, mais qui soient vraiment applicables directement dans la classe. Donc, c'est aussi intéressant pour les enseignants, mais d'une manière plus générale sur un certain nombre de fonctionnements de notre machine à apprendre qu'est le cerveau. Donc, j'ai déjà annoncé ça, l'éducation fondée sur l'épreuve, et donc il a popularisé un petit peu dans le domaine des sciences de l'éducation, ou en tous les cas dans certains courants des sciences de l'éducation, ce genre de tableau, ce genre de graphe mettant en avant donc, les facteurs qui se révèlent selon un certain nombre d'études dont on peut discuter de la méthodologie, et on peut également discuter du concept même des méta-analyses, voilà, des facteurs plutôt favorables à l'apprentissage en classe et des facteurs qui se révèlent plutôt défavorables. Et donc, ça a été aussi une démarche, j'en profite pour les citer, je le mettrai en commentaire, de l'Education Endowment Fund, donc, qui est une organisation anglaise publique qui fait en fait des compilations régulières de ces études en mettant en avant leurs résultats. Je vous ai fait donc juste une petite présentation vraiment des extraits du sommaire du livre parce que j'espère que ça se lit assez facilement. Et en fait, c'est centré autour de différentes thématiques qui sont un petit peu transversales dans les chapitres. Donc, ils commencent de manière très provocante avec pourquoi les élèves n'aiment-ils pas apprendre à l'école. Alors, c'est aussi ce qu'on essaye de changer à la Lab School et dans d'autres écoles, bien sûr, beaucoup d'autres enseignants voilà, ont cet objectif-là. Donc, des aspects qui relèvent de la psychologie des apprenants, des aspects qui relèvent des processus cognitifs et également des aspects qui relèvent des outils des enseignants qu'ils essayent de donner et voilà, d'expliquer de manière assez pragmatique. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve dans des travaux de scientifiques français. Hein. Le rôle du feedback, par exemple, est vraiment mis en avant. La question de la relation enseignant-élève, elle a été soulignée par Laurent Lesquarche dans la dimension psycho-affective. Évidemment, c'est des choses, voilà, il n'y a pas forcément de révélation extraordinaire, encore que, mais en tous les cas, c'est une synthèse par rapport à ça. Donc, on va passer vite à la partie 2. Il y a un aspect aussi, donc voilà, il a coécrit le livre, je ne l'ai pas cité, on l'oublie toujours, avec un professeur de psychologie cognitive, donc qui a mis l'accent sur les processus cognitifs, notamment liés à l'impact de la charge cognitive. Donc ça, en France, c'est André Tricot qui est vraiment un grand promoteur de cette question. Et puis, André Tricot met aussi également beaucoup l'accent sur l'importance des connaissances préalables. Donc, un facteur d'efficacité de l'apprentissage. Il y a toute une partie dans le livre sur les moyens mnémotechniques, et puis je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on se concentre plutôt sur voilà, les données de la recherche positive, mais il y a aussi un certain nombre de chapitres assez amusants sur la question des natifs numériques, sur les effets d'Internet sur notre pensée, sur la question du multitâche et des effets de la musique sur l'apprentissage. Mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait déjà des nouveaux travaux, Stéphanie
Stéphanie et Pascal en ont parlé, donc voilà, donc je n'irai pas là-dessus. Il met donc, voilà, comme je disais, c'est un petit peu transversal. Il revient ensuite sur des aspects de la psychologie des apprenants et notamment la question de la maîtrise de soi. On parlait des aspects relationnels, le sourire comme outil dans l'enseignement, qui est extrêmement important et qui a des effets psychologiques, psychosociaux, psychocognitifs, voilà, étonnants. Et il y a des études sur le sujet. C'est vraiment amusant de les parcourir. Des choses assez amusantes comme la question de l'effort et de la valorisation via un effet qui s'appelle l'effet IKEA. La psychologie sociale a des travaux qui sont toujours des expérimentations qui sont amusantes, et la valorisation, l'importance de l'effort. Je vais essayer de passer très très vite aux slides restantes. Voilà, donc en termes de psychologie des apprenants, donc la question, bon, vous connaissez tous maintenant le test du chamallow, mais en tous les cas, la possibilité de se maîtriser est un aspect important et prédictif de la réussite scolaire. Bon, c'est aussi des questions qui rejoignent les travaux d'Olivier Houdet sur la maîtrise de l'inhibition, hein. À cet égard, Grégoire Borst également. Alors, dans la question de la psychologie des apprenants, donc c'est le fameux travail de Dan Ariely sur l'effet IKEA, c'est-à-dire qu'on valorise beaucoup quelque chose qu'on a fait. C'est pour ça qu'on aime beaucoup plus les meubles qu'on a construits soi-même que ceux qu'on a achetés. La conclusion pratique pour les enseignants, c'est que même un travail qui paraît insuffisant aux yeux de l'enseignant par rapport à ces critères, l'enfant y a mis quelque chose de lui-même, et c'est pour ça que c'est important de le respecter et de le valoriser. Donc, j'ai déjà parlé de la question du sourire. Ça, je vais passer très vite. Donc, c'est la question de la croyance dans la possibilité de progresser. Et donc, ça rejoint ce que disait Laurent Lescoire sur le statut de l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur n'est pas une situation fixe, mais on peut progresser à cet égard. Et intégrer l'erreur et l'effort comme étant des dimensions centrales de l'apprentissage. Alors, on rejoint ce que dit André Tricot sur la question de la motivation par le rôle de l'écart de connaissances. Il faut avoir des connaissances et on peut en apprendre un petit peu plus. Et un certain nombre d'enfants sont aussi dépassés parce qu'il leur manque originellement des connaissances, et donc l'écart avec celles qu'il faut acquérir est trop grand, et ça, c'est un facteur de démotivation. Et au contraire, le fait d'avoir des connaissances motive à en acquérir d'autres, justement à combler ce puzzle-là, The Great Unknown. J'ai bien aimé cette image parce que The Great Unknown est quand même entouré d'un Great Known. Donc voilà, ça permet de faire ça. Et je vais encore finir sur une ou deux, je vais la passer rapidement. Donc ça, la cécité attentionnelle, donc il explique ça, mais maintenant tout le monde connaît le test du gorille. Donc l'attention est un processus important. La question de l'automatisation, c'est beaucoup repris aussi dans les sciences cognitives. Donc voilà, on pourra répondre à des questions là-dessus éventuellement. Un autre aspect qu'il faut travailler, la charge cognitive, je l'ai évoqué avec les travaux donc Speller qui porte ça avec Tricot. Et un des moyens de lever la charge cognitive, c'est d'avoir des connaissances initiales importantes qui permettent en fait d'en avoir moins à acquérir par la suite. Donc voilà, l'importance, alors oui, cette question des compétences nouvelles à acquérir pour les enfants, que sont la créativité et l'esprit critique, et ben, c'est un récent article d'André Tricot à nouveau qui dit qu'en fait, la créativité résulte vraiment d'une très grande disponibilité des connaissances, et que les idées nouvelles viennent de connaissances qui se croisent. Et donc, en fait, c'est dans ces théories-là, la créativité n'est pas une compétence qui se développe en elle-même, c'est une résultante d'un ensemble de connaissances. Et ben voilà, donc pour conclure, je vous laisse voir ça, donc les différents éléments qui sont repris par Hattie. Et on en revient finalement à des choses, voilà, je ne vais pas dire du bon sens parce que ce serait un peu trivial, mais effectivement, apprendre, ça demande des efforts, ça prend du temps. Il faut comprendre que c'est quelque chose de progressif, qu'il faut accepter l'erreur, accompagner, et que la relation humaine cadrante et bienveillante est effectivement tout à fait centrale par rapport à ça. Voilà, j'ai fait un effort pour tenir le temps. Bon, j'avais quand même envie d'en faire, donc ça va. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Marlène.